Quand nous avons commencé, John Child, Dario Mantovani et moi, à réfléchir, à concevoir une journée consacrée à Paul Veyne, comme l'a rappelé l'administrateur, il nous est rapidement apparu que les hommages convenus n'étaient pas tout à fait la modalité adéquate pour parler d'un savant qui les détestait. Donc l'angle d'approche s'est imposé assez rapidement. Dans cette enceinte, c'est le passage de Paul Veyne par le Collège de France, dont il nous a semblé intéressant d'évoquer, au-delà de ce qu'il en a dit lui-même, voilà, ces moments passés au Collège de France. Alors, dans ce qu'il en a dit, je pense notamment à la petite dizaine de pages intitulée « Enseigner au Collège de France », dans Le Quotidien et l'Intéressant, le volume donc d'entretien avec Catherine Darbo-Péchanski, paru en 1995. Alors il disait le métier de professeur du Collège de France, donc qui est comparé à deux autres métiers, celui de comédien et celui de compositeur de films. Selon le premier élément de la comparaison, le professeur monte en scène et viennent l'écouter ceux qui en ont envie, hein, c'est le grand principe de notre maison. Et Veyne évoque alors rapidement la terreur, je rejoins ce que John disait il y a un instant, la terreur devant ce public de volontaires, j'aime beaucoup l'expression, et tous les témoignages convergent à cet égard. Il était bel et bien terrorisé avant ses prises de parole, ce qui nous plonge tous dans un abîme de perplexité, parce qu'il était tellement brillant, tellement exceptionnel. Bon. Quant au compositeur de musique de film, donc qui est le deuxième volet de la comparaison, il laisse entendre que le cours doit être inédit, tout en émanant de celui ou de celle, ça c'est moi qui ajoute, qui le dispense. Alors, je n'ai jamais rencontré Paul Veyne, mais mon binôme du jour, ma collègue et amie Françoise Frontisy-Ducroux, l'a bien connu ici au collège. Et elle expliquera dans un instant le contexte de cette collaboration. Nous avons donc conçu notre intervention en chants amémés, ou plutôt en interview. Je vais poser quelques questions à Françoise qui pourra évoquer ses souvenirs. Et puis surtout, nous avons travaillé sur les propres archives de Françoise qui recèlent quelques documents absolument exceptionnels. Enfin, que je pense exceptionnels. Alors, il sera évidemment question, comme le titre de notre intervention l'évoque, il sera question d'images. Et j'aimerais placer d'emblée notre prise de parole, avant de passer la parole à Françoise, sous l'égide d'un article de Veyne que John a évoqué il y a un instant, qui me semble important pour notre propos d'aujourd'hui, qui m'a personnellement beaucoup marqué en tant qu'helléniste étudiant les dieux et le polythéisme. Il s'agit donc de l'article de 1990 intitulé « Images de divinité tenant une fiale ou une patère » et sous-titré « La libation comme rite de passage et non pas offrande ». Vous voyez à l'écran qu'il était dédié à l'ami Jean-Pierre Vernant, et donc j'ai mis la dernière page de l'article avec la signature. Alors, pour l'anecdote, je signale qu'on croise, au fil des pages de l'article, l'une de ces affirmations sur l'histoire des religions dont vous avez déjà eu un écho dans la lettre envoyée à John Child, mais dont il émaillait aussi ces articles. Voilà, dans cet article, il écrit « En matière d'histoire des religions, si l'on se met en quête de subtilité, c'est le trop-plein qui menace plutôt que le vide. » Ce qui est absolument délicieux. Ça pique un peu, évidemment, je me prévaux d'être historienne des religions, mais c'est bien vu et c'est à placer juste à côté d'une autre sentence veynienne que j'avais citée dans ma propre leçon inaugurale. En histoire des religions comme un amour, la plume glisse facilement. Donc, l'historien, qui s'affirmait incroyant, répétait qu'il ne fallait pas oublier la religion dans ses études sur l'Antiquité. Et vous imaginez sans peine que je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Mais comme ce ne sera pas le sujet de notre intervention, je ne peux que recommander à ce sujet l'article de Romain Loriol sur le paganisme selon Paul Veyne, dans le volume collectif qui a été dirigé par Paul Cournary et Pascal Monlahuc, que nous entendrons cet après-midi. J'attire aussi l'attention dans cet ouvrage collectif
sur l'article de Sandra Boringer sur Paul Veyne comme historien de la sexualité, avec notamment toute la dimension de la relation avec Foucault, dont nous ne traitons pas lors de cette journée, mais qui est évidemment aussi un des points importants de la présence du passage de Paul Veyne au Collège de France. Mais je reviens à l'article sur les dieux à la Fiale. Il paraît dans le 5e numéro de la revue Métis, en 1990, je l'ai dit, au sein d'un dossier consacré à l'analyse des images grecques et dirigé par Françoise Frontisy. Cet article de Veyne est le premier de l'ensemble, juste après l'introduction de l'éditrice, comme vous le voyez sur la table des matières que j'ai reprise du site Percé, puisque tout cela est en accès totalement ouvert. Alors, tout part de la libation, à savoir, je cite Veyne, le geste liturgique le plus simple. Il s'agit de verser, je le cite, à terre ou sur un autel ou sur une pierre sacrée, tout ou partie du contenu d'une fiale ou, en latin, d'une pater, contenant du vin, du lait, de l'eau, voire de l'huile. Les représentations de ce rite, écrit encore Veyne, se comptent par milliers. Fin de citation. Mais ce qui intéresse Paul Veyne, ce sont les images qui montrent les dieux eux-mêmes munis de ce type de récipient rituel. Alors il est significatif que, évidemment, John Scheid, évoquant cet article, ait montré une image romaine. Moi, je vais évidemment vous montrer des images grecques. Ceci est un relief du musée de Broron, en Attique, que Veyne avait produit dans son propre article. Et vous voyez donc cette Artémis gigantesque qui tient effectivement une fiale au-dessus d'un autel, et ce relief du Pirée, auquel Veyne fait de référence, mais sans le reproduire dans l'article. Et vous voyez donc ce Zeus, Epithéleios, qui tient à la fois une corne d'abondance, et cette fiale qui n'est pas reliée à un autel ou à quoi que ce soit. Et c'est évidemment ça qui intriguait particulièrement Paul Veyne. Donc c'est le type iconographique que les chercheurs allemands appellent depuis longtemps les Opfernde Götter, les dieux sacrifiants, dont le livre d'Erika Simon, dont vous avez la couverture à l'écran, a livré une analyse extensive en 1953. Alors l'argument de Veyne est simple. Contrairement aux interprétations de ses prédécesseurs, une divinité à la fiale ne se fait pas une libation à elle-même, ni ne montre l'exemple aux mortels qui voudraient l'imiter, enfin qui voudraient l'honorer, mais la fiale représente, selon Veyne, l'image banale d'un symbole iconographique qui, à l'instar de la mandorle de Dieu et des saints, dans le christianisme, souligne que la figure en question est divine. Je cite Paul Veyne, la fiale ou pater sert à donc redire avec quelques redondances qu'un Dieu est divin et saint. Donc c'était très original par rapport à tout ce qui s'était fait sur ces questions. Alors, comme l'a bien souligné Martin Chevzik dans le collectif dont je viens de parler, cette étude, donc celle de 1990, aborde l'image non plus sur le mode de l'érudition, mais sur celui de la sémantique et de la réception. Ce que l'image donne à voir et comment elle est reçue. L'auteur de l'article, donc sur Paul Veyne, archéologue, Martin Chevzik, parle même d'un tournant à cet égard et je le suivrai volontiers. Et ce point central sera central pour la suite des échanges avec Françoise, car je fais d'emblée l'hypothèse que cette analyse sur la fiale est l'un des échos de ce que nous avons appelé en sous-titre le bureau partagé au Collège de France. Le témoignage de Françoise, me semble-t-il, et c'est en ça que nous l'avons conçu, devrait permettre d'ouvrir l'analyse de Martin Chevzik, excellente par ailleurs, à d'autres liens intellectuels que ceux noués par Veyne avec Jean-Claude Passeron et la sociologie de la réception. Il sera aussi question de l'analyse de la fresque de la Villa des Mystères à Pompéi, dont les résultats ont d'abord été publiés dans un livre à 3 voix sous le titre « Les mystères du Génécée » en 1998, les 2 autres voix étant précisément Françoise Frontisy et le regretté François Lissarag. J'ouvrirai dès lors le dialogue avec Françoise par une citation. Dans l'article sur les dieux à la fiale, après que Paul Veyne a fait de cet attribut iconographique une manière, je le répète, je cite, de redire avec quelques redondances qu'un dieu est divin et saint, il s'interroge sur le pourquoi de la libation comme geste adjectif et de la fiale comme objet adjectif. Et il écrit alors « Qu'a donc de particulier la libation ?
Et il enchaîne, c'est à Madame Frontisy-Ducroux que je dois d'avoir été orientée sur cette question décisive qui donne en effet la clé. Voilà donc une référence explicite et c'est de cela que nous allons discuter. Donc, ma chère Françoise, pourrais-tu préciser dans quelles conditions tu as été amenée à collaborer avec Paul Veyne et éclairer du même coup ce que notre sous-titre peut avoir d'un tout petit peu énigmatique? Merci Vinciane. Merci à toi, merci aussi à John et au professeur Mantovani de m'avoir donné l'occasion de revenir au collège, dans ces lieux. Alors, je réponds à ta question. Lorsque Vernon a pris sa retraite en 1984, mon poste de chercheuse a été rattaché à la chaire de Paul Veyne. Et je n'ai pas cessé de travailler avec Vernon, tout en collaborant avec Veyne jusqu'à la retraite de celui-ci en 1998. Et en poursuivant une correspondance régulière avec lui qui couvre plus de 20 ans. Vernon avait un grand bureau au 2e étage qu'il a gardé jusqu'en 1989, c'est-à-dire 5 ans après sa retraite. Outre son propre bureau, une grande table accueillait des réunions. Vernon était très convivial et ce bureau servait en quelque sorte d'annexe au centre Louis Gernet où nous étions à l'Étroit, rue Monsieur-le-Prince. C'est en particulier au collège que l'on tenait les réunions du comité de rédaction de la revue Métis. Vernon avait obtenu la création d'un CID, un centre de documentation, placé sous ma responsabilité, dont les crédits étaient gérés par le collège. Nous avions fait acheter un Abodia, un grand meuble à diapositives qui était installé dans ce bureau et attirait beaucoup de monde, à savoir tous ceux de l'équipe qui se servaient d'images, surtout pour illustrer leurs articles. Ce n'est pas celui-là, mais ça ressemble à ça. Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il est quelque part dans les réserves. François Lissarag était alors documentaliste au CNRS. C'était un poste de sauvetage, avant qu'il n'entre à l'EHESS. Et nous développions ensemble les recherches sur l'image. François construisait l'iconothèque du centre Gernet en achetant des photos, en faisant des missions photos. Et tous ces documents s'entassaient dans le bureau de Vernon. Veyne montait souvent, un peu pour régler des affaires avec moi, notamment la gestion des crédits, et beaucoup pour Vernon. Il y avait une grande complicité entre eux. Veyne donc s'était pris d'un vif intérêt pour l'Abodia, dont François Lissarag lui avait appris l'utilisation pratique, à savoir la mise en série matérielle des images par déplacement manuel et substitution. Ceci bien avant l'invention du PowerPoint. Et parallèlement, Veyne s'intéressait à nos divers travaux sur l'image. Quand Vernon a dû rendre son bureau, Veyne l'a accueilli dans le sien avec une partie du matériel, et ce jusqu'à l'installation du centre Gernet à l'INHA rue Vienne, où il est devenu centre, où il s'est appelé Anima. J'avais fait un certain nombre de clés. Comme Veyne venait rarement, en fait il venait une fois par semaine pour son cours, le bureau était très fréquenté. J'y travaillais, Vernon y recevait ses visiteurs, Jean-Louis Durand utilisait mon ordinateur car il n'en avait pas, et François Lissarag était souvent présent. J'ajoute que ce bureau était situé juste au-dessus des locaux d'informatique et que le responsable, Jean-Jacques Guilbard, qui passait nécessairement devant le bureau, il s'arrêtait, il venait me donner un coup de main car j'étais novice en ces matières. Et nous avons également bénéficié de l'aide précieuse des photographes Jean-Pierre Martin et Gilles Lotte qui ont contribué à enrichir notre photothèque. Et donc, ça veut dire que, on peut vraiment dire que ce bureau partagé était une sorte d'annexe du centre Gernet. Mais est-ce que tu as un souvenir plus précis de la référence à ton aide et à tes suggestions dans l'article de 1990 sur la FIAL? Bon, ce dont je suis certaine, c'est que c'est François Lissarag et moi qui lui avons mis dans les mains l'article d'Annie-France Laurence sur la libation, auquel il fait référence dans ses dieux à la FIAL. Ce travail sur la libation, qui a nourri la réflexion de Veyne, était sorti dans les recherches et documents du centre Thomas More en 1985, à la suite d'une recherche menée en collaboration par Annie-France Laurence et François Lissarag, en particulier lors de rencontres à l'Arbrel, au couvent de la Tourette, tenu par des dominicains. C'est là que nous avions préparé avec Claude Bérard la Cité des Images, et nous rencontrions aussi les médiévistes, l'équipe de Jean-Claude Schmitt, qui travaillait également sur l'image. Et nous emmenions toujours nos étudiants. Veyne n'est venu à l'Arbrel que bien plus tard, mais nous lui avions raconté ces week-ends de travail intensif.
et François Lissarag avait discuté avec lui de la libation, faute de le mettre en contact direct avec Annie-France, Laurence qui était en poste et habitait à Montpellier. Mais ce n'est pas tout sur la question des images. En 92, la revue Métis a organisé un colloque à Athènes dont John vient de vous parler. Les intervenants étaient nombreux et le collège avait contribué financièrement à l'organisation par l'intermédiaire de la chaire de Veynes qui faisait partie des invités, bien sûr. Il y avait aussi Françoise Héritier. Le programme comportait, outre des conférences, du travail en atelier, dont l'un était intitulé « L'image et la cité » ou « Anthropologie et images ». Je le dirigeais, faisant intervenir une dizaine de spécialistes de l'image, dont François Lissarag, Alain Schnapp, bien sûr, Claude Bérard, auquel s'ajoutait John Scheid, tu t'en souviens bien, tu en as parlé, et Paul Veynes. Dans ma correspondance avec lui, avec Paul Veynes, j'ai retrouvé les traces d'une discussion au sujet de ce colloque. Il proposait un texte sur Dion de Prusse, sur lequel il avait travaillé. Je l'en ai dissuadé, et il a finalement présenté son étude sur la statue d'Orige romain, trouvée à Carthage, qui ne figure pas dans les actes publiés dans Métis en 95. Il l'avait promise à la revue archéologique, où elle est parue en 95 également, sous la plume de Veynes et des deux conservateurs du musée. Mais ce dossier, donc sur la statue d'Orige romain, avait été discuté au colloque d'Athènes. Dont voici les actes. Ce colloque marque en quelque sorte l'intégration officielle de Veynes à l'équipe Gernet. L'ambiance était très conviviale. On mangeait bien, on buvait bien, et les soirées finissaient tard autour d'un verre de whisky dans la chambre de Vernon à l'hôtel. C'est là un exemple parmi d'autres de la proximité intellectuelle active et amicale entre Veynes et le centre, et de collaboration sur les problèmes de l'image. Juste pour l'anecdote, je me souviens qu'un jour, il a disparu. C'est le dernier jour du colloque, qui comportait une séance un peu officielle avec les universitaires grecs. Il l'avait séché, il en avait marre. Le collectif devenait promiscuité. Et c'est un trait qui s'est répété assez souvent avec lui. Ainsi, je ne devrais pas le dire, il a réussi à sécher son dernier séminaire. Le séminaire avait lieu une demi-heure après son cours. Il a fait son cours, il est parti, il n'est pas revenu. J'ai géré la situation comme j'ai pu. J'ai présenté l'invité, j'étais très gêné. Plus tard, il s'est excusé en prétextant qu'il avait rencontré une vieille amie et qu'il était allé boire un pot avec elle. Bon, j'étais furieuse, mais j'ai compris qu'il ne supportait pas les dernières fois. C'est difficile de supporter les dernières fois. C'était en 98. Bon, en 2003, il donnera encore un article à Métis. Et avant l'article sur les dieux à la Fiale, est-ce qu'il y a eu, et donc les travaux, est-ce qu'il y a eu d'autres contacts entre Veynes et les hellénistes du centre Gernet occupés par les images? Oui, puisque l'article date de 90 et que ces relations ont commencé 5 ans avant. Mais elles ne concernent pas que les iconologues, car je retrouve aussi les traces d'une subvention à un autre colloque demandé et accordé par le collège au nom de Veynes. Il s'agit du colloque public-privé organisé en 95 par François de Polignac et Pauline Schmidt-Pantel. Veynes n'en voulait pas du tout à cette dernière de ses prises de position critiques à son égard, bien au contraire. Les critiques venant de la rue Monsieur le Prince lui plaisaient, elles le flattaient même. Et il aimait tout ce qui venait de Vernon, qu'il adorait. Il a participé au volume d'hommage Poikilia en 96, et ce qui venait de Pierre Vidal-Naquet aussi. Je retrouve aussi la trace de l'envoi d'un chèque en blanc, fruit de jeu, disait-il, de ses droits d'auteur engagés sur la privatisation de Paris-Basse. C'était destiné au centre. J'étais interloqué. J'ai pensé qu'il jouait peut-être à l'évergette. C'était ses travaux pratiques en évergétisme. Je me souviens aussi qu'il m'a demandé une police de grec et que c'est Vincent Azoulay, alors tout jeune étudiant de Pauline Schmidt, qui la lui a fourni. Ce sont là des détails, mais ils sont indicateurs d'un climat de collaboration où Veynes n'était pas que receveur, car il contribuait à enrichir la photothèque par des commandes, des achats de photos ou des clichés qu'il prenait lui-même dans les musées et chez les marchands, à Rome en particulier. Pour en revenir aux images, les études de Veynes sur la colonne Trajane
date de 2002. Je retrouve dans ces lettres et dans mes souvenirs, antérieurs à cette date, des traces de discussions avec François Lissarag, qui jouait les intermédiaires entre Venn et les Italiens, Salvatore Settis et Mario Torelli, qui ne souscrivaient pas totalement à sa thèse de l'illisibilité des motifs de la colonne. En fait, les polémiques qui ont suivi la publication étaient déjà à l'œuvre bien avant la publication. En fait, il ne faut pas s'en tenir aux dates de parution qui marquent toujours l'aboutissement de travaux très antérieurs. Dans ce cas particulier, les problèmes de lisibilité de l'image que développe Venn, dans la suite des théories de la réception de Passeron, entraient en résonance sur un tout autre plan avec nos propres analyses de déchiffrement des peintures de vase. Nous les mettions, ces peintures, en contexte avec l'objet support, de la vaisselle plus ou moins banale, et nous prenions en compte le maniement des objets et le cadre support, en particulier au symposion, activité collective, civique et ludique. Ce sont des images, les peintures de vase de dimension réduite en général, à voir soit à distance sur le cratère placé au centre du symposion, ou de tout près pour la coupe tenue en main ou pour les lécites. De ces images, une seule partie est lisible à la fois. On ne peut voir les deux faces en même temps, et pour saisir l'ensemble, il faut faire tourner le vase. Sans compter la vision brouillée par l'ivresse ou les reflets du vin. La réception des images est au cœur de ces réflexions. Venn lisait les textes de François Lissarag et discutait beaucoup avec lui. Je lui donnais aussi les miens, de la même façon qu'il m'envoyait ses brouillons et épreuves. Alors, j'aimerais en venir maintenant à ce livre que vous avez signé à Troyes en 1998, donc Paul Veyne, François Lissarag et toi, Françoise, sur les mystères du gynécée dans une collection que François Lissarag et Jean-Claude Schmitt dirigeaient chez Gallimard. Bon, il faut préciser que ce texte a fait l'objet en 2016 d'une deuxième publication seule du texte de Venn. Bon, cette entreprise remonte à loin. Quand je faisais ma thèse, une partie concernait le masque et le miroir. J'avais alors été tenté de rapprocher les données grecques de la séquence de la mégalographie de Pompéi avec le satyre, le masque et le reflet, ou peut-être le reflet. J'envisageais aussi le décor des sarcophages avec les poutis jouant avec des masques. J'avais interrogé Venn, ainsi que d'ailleurs que mon ami Jean-Pierre Darmon. Et par ailleurs, j'entretenais une correspondance avec Robert Turcan, qui était très gentil avec moi. Venn a bondi quand je lui en ai parlé. Finalement, j'ai laissé prudemment de côté la Villa des Mystères. Bon, j'ai soutenu ma thèse en 89. Dans des lettres de 95, il m'écrit qu'il est à sec de sujets de cours et qu'il va s'attaquer à la Villa des Mystères. Parallèlement, il me demande de lui faire plusieurs séminaires sur le gynécée grec. J'ai dû faire un simple état de la question, mais il en a été si satisfait qu'il m'a proposé de faire un article à deux, du double point de vue grec et romain. Bon, mais le gynécée n'était pas mon truc. C'est une notion très problématique en Grèce et qui, en outre et surtout, était explorée par d'autres chercheurs dans l'équipe Gernet, que j'avais utilisé d'ailleurs pour faire ce... Et vous remarquez dans la lettre en question, ce qui est en encadré au-dessus est encore une réflexion sur la surinterprétation de l'histoire des religions. Donc, très bien. Voilà, on ne résiste pas au plaisir de vous soumettre ce genre de documents. Là-dessus, François Lissarag saute sur l'occasion d'obtenir un livre de Venn dans la collection qu'il dirigeait chez Gallimard avec Jean-Claude Schmitt, et il propose un livre à Troyes centré sur la fresque de la Villa des Mystères dont Venn parlait dans ses cours. Le texte de Venn a donc été encadré de façon un peu arbitraire par deux textes sur nos travaux respectifs à François et à moi. Ce fut finalement très satisfaisant pour tous les trois. Venn se disant heureux d'être encadré et surtout, à cette époque, détourné de ses problèmes de deuil familiaux très douloureux qui l'empêchaient alors d'écrire. Quant à nous, nous étions très contents de publier ce livre avec Venn et de le concevoir avec lui. Il a eu un grand succès et on a fait plein de traductions. Pour ces années 96 et 97, je dispose d'une abondance de lettres. Venn était, par exemple, très excité au retour d'un voyage au Brésil avec Piccoli, où il avait expérimenté de nouvelles formes de polythéisme.
Pour la Villa des Mystères, il m'a envoyé énormément de lettres. Parfois simplement une demi-page et une idée, parfois une dizaine de lettres, rédigées avec des changements, des revirements. Je me suis trompé, par exemple. Un exemple de début de lettre ici, où il dit qu'il s'est trompé, et il présente finalement cette idée de la simplification de l'interprétation. Tout à fait. La plupart de ces lettres sont écrites à la main, comme vous le voyez. Certaines sont dactylographiées, considérées comme des brouillons, contenant une critique acerbe des interprétations précédentes. Turcan étant toujours sa bête noire. Vous le voyez dans le premier paragraphe. Bon, il faut compter aussi les conversations au bureau, ou à la pizzeria d'à côté, ou bien le soir au téléphone. François Lissarag en recevait aussi de son côté, et nous avons lu, lui et moi, par fragments, plusieurs versions de ce texte. Moi, je ne me sentais pas compétente. Je me considérais comme une amatrice dilettante de la peinture pompéienne et du musée de Naples. J'adore le musée de Naples. Mais j'ai adhéré très vite à sa démystification de la fresque et à la banalisation de son contenu, si j'ose dire. Moi-même, je reste toujours très sceptique quant au rapport de l'imagerie vasculaire grecque avec la prétendue initiation dionysiaque. En relisant le livre, je m'aperçois qu'il nous cite beaucoup dans les notes, François Lissarag et moi-même. Dans l'édition solo de 2016, je trouve une note significative. C'est note 141, page 164. Il y écrit « J'ai à peine mis un pied dans l'océan des peintures de vase et ne le connais que de seconde main. » La première main, bien entendu, était celle de François Lissarag. Ceci pour les informations qu'il puisait chez nous. Pourtant, malgré ce remerciement, je ne crois pas que Venn tenait compte de mes remarques. J'avais plutôt l'impression de servir de mur réfléchissant. Je crois qu'il était rebelle à toute influence et que la contradiction ne faisait que le renforcer dans ses partis pris. Son indépendance primait surtout. Et je suis surtout consciente de n'être qu'une parmi la foule de ses correspondants et correspondantes. C'était la même chose dans ses relations avec ses pairs. J'ai retrouvé une lettre qu'il m'a adressée au retour d'un voyage de Rome en octobre 98, où il dit qu'il s'est bien amusé avec Zanker, qui, disait-il, enrageait contre les surinterprétations. Vous pouvez lire peut-être. Il énumère leurs points d'accord et de désaccord et s'affirme très satisfait de chagriner Zanker en restant lui-même sur ses positions. Ces textes, ces brouillons, ou quasi-épreuves, sont truffés de ces anachronismes contrôlés, dit-il, qui lui étaient chers. En particulier, il a développé une obsession sur la variation des mensurations du corps féminin, et il aimait à comparer les Vénus et les Dianes antiques, statues ou peintures, avec le catalogue contemporain de la Redoute, ou avec des mesures plus anciennes. Préparez-vous. Ou avec des mesures plus anciennes. Ah oui, voilà. Donc c'est une note adressée à Françoise. Qu'il tenait, avec des mesures plus anciennes, qu'il tenait, disait-il, de sa grand-mère corsetière. Il avait beaucoup de grand-mères à ce compte, parce qu'il les évoquait. Tout cela, ce sont autant de marottes qui rendent ces textes très drôles et dont on trouve des séquelles dans ses livres. C'était aussi ce qui passionnait ses auditeurs, les anachronismes contrôlés. Ces auditeurs constituaient un vrai fan club. Et vous avez en fait là une comparaison, avec une analyse. Le modèle de la Redoute là, qui est il y a debout. On a vraiment une évocation des statues Il l'analyse comme une image. Bon, avec quelques réflexions qui ne passeraient plus aujourd'hui, mais bon, on a quand même décidé de vous les présenter. Là, c'est... Alors, comme nous avons convenu donc de nous en tenir aux images, je voudrais peut-être que l'on passe aussi à cette autre publication de Veyne sur les images, à savoir le musée imaginaire, qu'il a publié alors qu'il était à la retraite. Donc, il s'agit toujours d'images. Donc, as-tu des souvenirs de cette entreprise? Tout à fait, tout à fait. Il a envoyé les épreuves à Claude Frontisy, mon époux, qui occupait la chaire d'histoire de l'art contemporain à Paris-Nanterre. Claude et lui avaient un ami commun, le peintre Ernest Pignon-Ernest.
qui figure d'ailleurs dans les remerciements de la réédition en solo de 2016 et que Venn consulte sur la représentation du nu féminin. C'est à la page 46 de l'édition de 2016. Ernest Pignon-Ernest est un admirable dessinateur. Donc, Venn envoie les épreuves du musée imaginaire à Claude, qui était consterné et qui restait muet. « Tu trouves ça mauvais ?» lui demande Venn. Bon, c'était évident. De mon côté, à part, moi je lui ai dit « C'est charmant, vous réagissez devant ces tableaux comme une midinette. » Il a pris un air satisfait et ça n'a rien changé. C'était un ouvrage de commande à finalité commerciale, je crois que ça lui a rapporté. Entre parenthèses, puisque Sandra est là, je précise que Venn tutoyait les hommes, tous très facilement, mais qu'il vous voyait les femmes. Il disait « vous soyez », et y compris les siennes, la sienne, les siennes. Et je livre ça à la réflexion de Sandra. C'est très révélateur. Bon, pour conclure, je reviens à la citation que donne Vinciane au début de l'entretien sur le métier de collégien. J'ai assisté à une performance au Bouffe du Nord avec Piccoli en janvier 98. Ils lisaient, tous lisaient des textes de René Char, et Venn jouait le rôle du professeur Venn du Collège de France. Il était lui-même. Et je suppose qu'en entrant en scène, il avait le même trac qu'avant ses cours et qu'il avalait un verre de whisky. En fait, à la ville comme au théâtre, Venn jouait constamment un rôle, son rôle. Il fallait jouer avec lui. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Je lui ai donné la réplique. Je ne sais pas si je lui ai apporté quelque chose, mais je sais que je lui dois beaucoup, d'une toute autre façon que ma dette envers Vernant. Venn était un libérateur, il a libéré mon écriture. Et comme je m'occupe de dieux grecs, évidemment, j'y vois un Dionysos Eleutheros ou un Dionysos Lusios, le libérateur. Et je pense que j'ai la faiblesse de penser qu'il aurait aimé cette comparaison. Certainement. De toute façon, il était parfaitement conscient d'être un Eleutheros. Nous vous remercions. Nous vous remercions beaucoup.